Il est le ch'ti préféré des supporters olympiens, marseillais de cœur et d'histoire passée, du sobriquet de J'en peux plus à l'icône, la véritable icône du stade Vélodrome. Multiple champion de France, il est l'un des rares Français à avoir décroché le Ballon d'Or. Champion d'Europe, mais pas avec son club de cœur. Il a battu tous les records, a fait de la papinade une œuvre inscrite au patrimoine national, de la bise à Mitterrand aux 5 titres de meilleur buteur du championnat. Nous accueillons la légende de l'OM par définition, Jean-Pierre Papin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Il fait très chaud en ce moment. Ouais. Dommage que ces situations sanitaires soient un peu compliquées, mais ça va bien. Un petit peu compliqué, on l'a compris également pour ton activité actuelle, puisqu'on rappelle que tu es entraîneur de Chartres en National 2. Et que du coup, c'est un peu compliqué parce que... C'est un peu... Pardon, je te coupe. Je t'en prie. Je dis c'est un peu compliqué parce que on s'entraîne, mais on ne peut pas jouer. Et que pour les joueurs, c'est juste impossible à gérer parce que la compétition est tellement importante que s'entraîner pour rien, même si on s'entraîne jamais pour rien, c'est difficile pour eux. C'est difficile, effectivement. On va revenir là-dessus. Et pendant une heure, Marjorie Fabre, qui est avec nous, bonjour Marjorie, va te poser toutes les questions qu'elle avait envie de te poser sur l'ensemble de ta carrière dans le Salon des légendes. Bienvenue, merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci également à nos deux sponsors, le SAT et Héros de Santé, qui nous accompagnent pour cette émission. Et je te laisse entre les mains, experte de Marjorie, pour la suite des questions. Jean-Pierre, bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors moi, j'ai une petite anecdote à te raconter avant de débuter cette magnifique interview. Je ne suis encore qu'une enfant lorsqu'une boutique de l'OM s'ouvre à Pertuis en 1990, je crois. Ce week-end-là, c'est la fête des pères. Je prends mon vélo et je me tape donc 15 km en vélo pour espérer avoir un autographe de ta part, car tu étais là avec Basile Boli et Chris Waddle. Dieu merci, tu as eu la gentillesse de me le faire. Et en prime, j'ai eu le droit à un rasoir de l'Olympique de Marseille. Donc, voilà cette magnifique histoire, d'où l'importance du fait que tu sois là aujourd'hui et mon insistance pour que tu sois avec nous. Donc aujourd'hui, c'est pas un autographe que je vais ramener à mon père, mais une interview extraordinaire d'un des 3 ballons d'or français. Merci Jean-Pierre. Donc tu es formé à Vichy. Merci. Tu es donc formé à Vichy, mais tu fais tes débuts de footballeur professionnel à Valenciennes, ta ville de ton enfance. Peux-tu nous parler un peu de cette période, s'il te plaît ? Bien sûr. Parler de cette période, c'est une des plus belles périodes que j'ai pu connaître parce que l'INF Vichy, c'était à l'époque un centre de formation, certainement le centre de formation le plus complet du football français. Et quand on voit le nombre de joueurs qui en sont sortis, c'est vrai que c'était quelque chose de très très important. Et pourquoi Valenciennes ? Alors pourquoi Valenciennes ? Tout simplement parce que j'ai été obligé d'y retourner. Il y avait une clause dans les contrats avec l'INF Vichy, c'est que les joueurs qui arrivaient d'un club pro, si le club pro voulait les récupérer, ils avaient la priorité. Chose que Valenciennes à l'époque, qui n'avait pas beaucoup d'argent, s'est empressé de faire pour me récupérer. Mais je pense que ça a été certainement le choix peut-être le plus difficile parce que revenir là où je pensais que je ne reviendrais plus jamais, c'était pas si simple que ça. Et finalement, je suis tombé sur un vieux coach qui avait de vieilles méthodes, avec surtout à base de physique. Et je pense que je pensais avoir tout connu à l'INF, et en fait, j'ai tout appris à Valenciennes. D'accord. Ok. Et peux-tu nous parler de ta relation avec ton paternel, sachant qu'il était ancien footballeur en 2e division à Boulogne-sur-Mer, ville où tu es né ? Que penses-tu de ton début ? On avait avec mon papa une relation très forte. Moi, je suis un enfant de divorcé, donc j'ai quand même pas mal joué de la situation, une fois chez ma mère. Là où ça m'arrangeait le mieux. Mais pour ce qui était foot, c'est vrai que quand j'étais chez mon père, c'était beaucoup plus simple. Et nos relations, elles ont été extraordinaires pendant de longues années. Et puis après, comme avec tous les papas, c'est un peu conflictuel. C'est jamais simple. Il est jamais d'accord avec rien. Je discute avec ma grand-mère qui me dit « Ton père, il n'a jamais fait les bons choix. » Et quand j'ai su ça, chaque fois que j'allais le voir, chaque fois qu'il me disait oui, je disais non. Chaque fois qu'il disait blanc, je disais noir. C'était le conflit permanent. Mais chaque fois que j'ai dit le contraire, j'ai réussi la bonne voie. Ah, t'as assumé en fait. À chaque fois que tu prenais une décision, ça filait droit, ça marchait. T'as assumé et ça te donnait de la crédibilité dans tes choix.
Non, pas spécialement assumé, mais c'était le défi de mon père. Mon père, ma grand-mère me disait, ton père s'est toujours planté. Il avait des qualités, il aurait pu être certainement beaucoup plus que ce qu'il a été. Mais à chaque fois, pour des raisons qui lui sont propres, il a toujours fait le mauvais choix ou pour rester avec ses parents, ce qui n'était pas forcément un mauvais choix. Mais quand on a une carrière qui se dessine et qu'on ne l'embrasse pas à 100%, peut-être qu'on s'est trompé un petit peu quand même. Mais Bien malheureusement, sûr. aujourd'hui, il n'est plus là pour qu'on puisse en discuter. Paix à son âme. Tu as 20 ans, tu signes à Bruges parce que tu décides au final de ne pas faire comme tout le monde, de signer à Lille ou d'autres endroits où tout le monde se dirige à cette période, parce que tu étais pas loin, tu étais dans le nord. Et au final, tu pars en Belgique à 20 ans. Et tu as des débuts fracassants. Ouais, c'était un petit peu le défi aussi, c'est de ne pas faire comme les autres. Moi, je voulais pas faire comme les autres. Tout à Les fait. autres, c'était toujours, quand tu jouais à Valence, aller signer à Lille. Et j'ai eu envie de changer quelque chose, de créer ma propre aventure. Et quand Bruges est venu me voir, ils sont venus me voir 12 fois quand même. Chaque fois qu'ils sont venus, j'ai toujours ou marqué ou fait marquer. Et je pense que ça a beaucoup impressionné d'un jeune joueur qui avait 20 ans, qui se posait pas trop de questions, comme ça n'a jamais été le cas, je me suis jamais posé de questions. Et quand je suis arrivé à Bruges, je suis arrivé quand même dans une équipe qui venait de faire la finale Ligue des Champions 3 ans avant, qui avait perdu contre Liverpool à Wembley. Et je me suis aperçu que c'était un des plus grands clubs à l'époque, non seulement mais en Europe, je positionnais plutôt bien. Donc j'ai voulu apprendre et dans une carrière, il y a une qualité qu'on doit avoir et une valeur surtout qui est importante, c'est la chance. On n'en parle jamais de la chance, mais la chance, ça fait partie, je pense, à 50% de notre métier de footballeur. Et la chance que j'ai eue dans ces premières années, c'est que chaque fois que je suis allé quelque part, il s'est passé quelque chose pour que le joueur qui était moi, il se blesse ou il part en voyage. C'était à Valenciennes où Mustapha Meri, qui était le capitaine, est parti faire les Jeux Olympiques au Canada à l'époque. Je suis rentré, je ne suis plus jamais sorti. Je suis arrivé à Bruges, j'avais Willy Wellens devant moi, qui était numéro 9 de l'équipe de Belgique. Quand je suis arrivé, il s'est pété les adducteurs. J'ai pris sa place, je ne suis plus jamais sorti. Et la dernière chose, c'est à la fin de cette année-là, quand on fait la Coupe du Monde au Mexique, j'aurais jamais dû être dans les 22, mais José Touré s'est pété aux dernières journées. J'ai été pris, je ne suis plus jamais sorti. Donc il faut de la chance, et quand on a cette chance, il faut surtout essayer de la prendre vraiment à bras le corps pour qu'elle puisse plus t'échapper. D'accord. Tu es parti à Bruges, mais on sait aussi que tu étais passionné par deux grands clubs, enfin surtout deux autres pays concernant le football, donc l'Allemagne et l'Angleterre. Et je crois que tu as une histoire particulière avec Manchester United. Qui était le club préféré de Oui, ton papa, ça, je crois. c'est arrivé. Voilà. C'était l'équipe préférée de mon papa, ouais. Et en fait, l'histoire, c'est que quand j'étais au Bayern, que ça fait que j'ai été blessé, un soir, j'ai reçu l'appel d'Eric Cantona qui me disait Sir Alex voudrait te récupérer, qu'on puisse refaire le duo qu'on avait en équipe de France. Et sincèrement, j'aurais adoré parce que ce club-là, pour moi, c'était à l'époque un des clubs que je chérissais le plus. Et le Bayern n'a jamais voulu me laisser blesser, ils n'ont jamais voulu me laisser partir. Alors que sincèrement, je leur servais à rien, je jouais pas. Je me plaignais tout le temps parce que j'arrivais pas à voir le bout du tunnel. Et sincèrement, je pense que cette aventure anglaise m'aurait beaucoup plu. Malheureusement, c'est pas fait, mais bon, c'est comme ça. Et tu penses que c'était dû à des mauvaises relations entre les deux clubs, le fait qu'il n'y ait pas eu d'écoute par rapport à cette solution? Non, je pense que à l'époque, je faisais partie des joueurs qui étaient capables d'apporter quelque chose et qui ne voulaient pas renforcer un adversaire potentiel. Je pense que c'est juste ça, quoi. Tout simplement, ouais. Et sur ce 1986, Coupe du Monde, tu arrives enfin chez nous, à l'OM, l'Olympique de Marseille, sur un tour de passe-passe de notre fameux Bernard Tapie, parce que tu étais quand même presque monégasque en tant que footballeur. Ah oui, j'aurais dû être monégasque. Je pense que j'aurais dû être monégasque, mais encore aujourd'hui, je ne sais pas comment il a fait. Sache-le, je ne sais pas aujourd'hui quels ont été ses arguments. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. Voilà. Ces arguments auprès du club monégasque pour te récupérer, parce que c'était presque fait en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, mais bon.
En fait, je pense qu'il y a il y a un problème de contrat. Je pense que j'aurais pas déjà pu pouvoir signer avec Monaco quand j'étais à Bruges, un contrat pratiquement de non-sollicitation. Et je pense qu'il a joué là-dessus. Ou pas, j'en sais rien en fait. Voilà, je me pose même la question de temps en temps. Comment tu as fait? Alors je dois le voir parce que je lui demanderai parce que j'aimerais avoir la réponse définitive. Ah Le ouais, fin depuis mot le de temps quand l'histoire. même, ouais. Ouais, Faut que ouais, tu non, arrives à vraiment, avoir le fin ouais. mot de l'histoire. C'est ça, c'est ça. Et tant mieux pour nous, parce que 1988, tu deviens quand même le meilleur attaquant de l'histoire. Donc, est-ce que c'est parce que c'est à l'OM ou pas? Mais c'est quand même extraordinaire. Donc, quels étaient tes ressentis? Tu vivais un rêve? Ouais, je vivais un rêve parce que moi je pense que quand on fait cette carrière, s'il n'y a pas les gens, il n'y a pas les supporters, ça peut pas bien le faire. Moi personnellement, j'avais besoin de ça euh, pour avancer parce que je me faisais plaisir sur le terrain, mais à un moment je sentais que je faisais plaisir à tous ces supporters-là. Et ces années OM, enfin, bref, je les ai adorés, quoi, adorés. Tu les as adorés, mais c'était pas, enfin, c'est quelque chose que tu as obtenu, il faut le dire, avec énormément de travail. C'est pas venu tout seul, c'est pas uniquement le talent. Oui, mais il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'abnégation, mais peut-être le fait que les supporters marseillais soient un peu chambreurs sur les bords. Quand la première année, je suis arrivé, que j'ai arrivé d'équipe de France, fait la Coupe du et que j'ai manqué le nombre d'occasions que j'ai manqué, si un jour ils m'avaient pas appelé, j'en peux plus, peut-être j'aurais jamais fait ce que j'ai fait après. Et le jour du dernier match, j'avais dit à quelqu'un, ils m'appelleront plus jamais JPP, je vais faire en sorte que ça change. Et j'ai commencé ces séances d'entraînement tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à faire des volets, des tirs, des volets, des tirs. Et ils m'ont plus jamais appelé JPP. C'était le deal. Alors, excuse-moi Marjorie, mais Vas-y, au j'en contraire. profite parce que c'est très intéressant. Parce que là, tu nous décris vraiment une situation Mm. où c'est ton ego, où les supporters, la pression du vélodrome et des supporters t'ont permis toi de te sublimer. Tu as suivi ces derniers temps les aléas des différents avançants de l'Olympique de Marseille. Bon, pour ne pas les citer, Mitroglou, enfin tout ce qu'on a pu subir depuis quelques années. Eux n'arrivent pas à se sublimer. Subir, c'est pas gentil pour eux, Ah bah subir. non, non, mais on pèse nos mots, hein. On subit depuis quelques années. Là, bon, On Milik est assume, arrivé, hein. c'est autre chose. Là, on est revenu à un certain standing avec Milik, mais pour ceux qu'on a subis jusqu'à présent, eux n'ont pas réussi à se sublimer de cette pression. Je pense que ça, c'est pas le fait que d'eux-mêmes. Je pense que quand on a un garçon comme Mitroglou, on doit jouer avec Mitroglou. Quand on avait un garçon comme Jean-Pierre Papin, on savait qu'il marquait des buts. On jouait pour Jean-Pierre Papin et ça fait beaucoup de choses. Alors bien sûr, je travaillais, bien sûr, j'étais la pointe de l'épée de cette équipe. Mais Mitroglou aurait pu être le même. Mais moi, quand je regardais les matchs, je me disais, mais pourquoi il joue pas avec lui, quoi? Mitroglou, c'est quelqu'un qui a besoin de ballons pour marquer des buts. Et si je me souviens bien de ce que j'ai pu voir à cette époque-là, des matchs avec lui, c'est que personne jouait avec lui, quoi. Personne jouait avec lui. C'est un petit peu aussi ce qui était soumis comme idée, parce qu'il n'y a pas eu que Mitroglou. Là, c'est vrai qu'on parle de lui, mais on pourrait dire la même chose de Valère Germain, on pourrait dire également la même chose d'autres attaquants qu'on a vu défiler. Est-ce que c'était aussi, comme tu le signales enfin, ouvertement, un problème de distribution de ballons? Est-ce que Bien sûr. les attaquants étaient mal entourés? Ouais, peut-être, mais au moins, ça jouait pas en équipe, ça jouait à deux trois qui squeezaient complètement Mitroglou de temps en temps. Pareil pour Valère, mais Valère, c'est pas un attaquant de pointe, c'est un deuxième attaquant. Quand tu joues avec Valère, il faut que tu joues avec quelqu'un qui soit en pointe et autour. Et ça, je l'ai jamais vu, alors pratiquement pas. Ouais, non, c'est important, il y a des erreurs, hein, parce que c'est très compliqué le football. C'est pas uniquement d'avoir un bon attaquant, comme dit Oui. Jean-Pierre, mais malgré que c'était le meilleur attaquant de l'Olympique de Marseille, c'est vrai que selon comment on est entouré, selon comment le coach va faire effectuer sa composition d'équipe, ça change un match, ça change un joueur. Mais bon, voilà, toi, tu avais quand même un don que tu as énormément travaillé par la suite, ce qui t'a Oui, permis... mais c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, tu vois, on parle de l'OM. Avant de parler de l'OM, moi, j'ai pris mes joueurs cette année. J'ai trois, quatre joueurs, des bons attaquants qui sont pas des tueurs. Ce que je regrette, ils sont pas des tueurs. Mais tueurs, ça s'apprend. Ça s'apprend à partir du moment où tu es adroit.
Et depuis maintenant 12 semaines, 4 fois par semaine, je les prends à l'entraînement. Je ne fais que de la précision. Mais ça les a changés complètement, mais complètement. Des joueurs qui étaient, je dirais, moyens, aujourd'hui, ils sont bons. Bien Maintenant, sûr. j'attends qu'ils soient très bons. Mais à partir du moment où tu fais tes gammes quand tu es attaquant, et tu dois les faire tous les jours au même titre que les gardiens. Les Tout à gardiens, fait. ils s'entraînent souvent à part, parce qu'ils font des choses qui sont à part. Mais un attaquant, si tu ne fais que ce qu'il y a dans l'entraînement collectif, Mm. ben, tu fais Tu avances pas. 10% ce que tu devrais faire. Ah oui, c'est une spécificité hein, ça, d'être voilà. attaquant comme gardien, comme c'est particulier. Je suis entièrement C'est d'accord. particulier, effectivement. Mm. C'est particulier, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas réglé le problème. Ah oui, oui, non, mais complètement. D'ailleurs, on va y revenir, on va en parler après concernant la situation actuelle de l'Olympique de Marseille. Et te concernant, parce que c'est vrai que ce serait bien d'avoir un ancien champion attaquant en sein de l'effectif pour l'entraînement des attaquants. C'est indispensable. C'est comme on dit, comme un entraînement pour un gardien. Ce sont des choses complètement différentes. On ne peut pas donner les mêmes entraînements à un attaquant qu'à un milieu, qu'à un défenseur ou qu'un jeu collectif à l'entraînement. C'est vrai qu'on voit trop ça. Si, tu peux faire la même chose, Mais pas tout le temps. mais tu dois, quoi qu'il arrive, travailler tes gammes. Et nous, nos Complètement. gammes, c'est les frappes, c'est les contrôles orientés, c'est les volets. Voilà, c'est tout ce qui se passe devant le but. Chose que sûr. tu fais très très peu quand tu fais les exercices collectifs. Tout à fait. Et toi, tu les as bien travaillés puisqu'en 1991, tu deviens donc Ballon d'Or, malgré la défaite contre Bari, la finale. Ouais. Gros traumatisme, Bah oui, Barry, c'est comme ça, Jean-Pierre. malheureusement. Ouais, je pense que c'est. En fait, c'est un traumatisme parce que je pense qu'on était tellement au-dessus que j'ai revu la finale il n'y a pas très longtemps. Et bien sûr, il y a eu un manque d'efficacité, un manque de réalisme ce match-là. Mais ils ont zéro occasion, quoi. Ils ont zéro occasion. On en a 7 ou 8 et on n'est pas foutu d'en mettre une. Et voilà, la frustration, moi, elle est là. Après, les tirs au but, c'est la loterie, on le sait très bien. Et même si c'est Manu, qui a été pour moi un des plus grands défenseurs qu'on ait eu à l'OM, qui loupe ce tir au but, voilà, je pense que cette défaite, elle est collective parce que emporté avant, quoi, tout simplement. Alors on avait Pascal Olmeta il y a une quinzaine de jours sur ce Amérique même Dimeco plateau qui disait, Parle de Pascal, Barry. qui disait qu'il s'en voulait toujours aujourd'hui. Il arrivait encore à avoir des nuits difficiles parce qu'il justement lui n'avait pas arrêté Ouais. ce penalty qui aurait permis à l'Olympique de Marseille de remporter cette finale. Et il s'en veut encore aujourd'hui lui-même. Il dit que ça a été vraiment un traumatisme dans sa vie de footballeur. Oui, parce que c'est une finale de Ligue des Champions. Quand tu sais comment elles sont rares dans notre pays, voilà, nous on l'avait à portée de main. Et il y a des choses qu'on n'a pas su faire, quoi. On n'a pas su emballer ce match. On a joué peut-être pour la première fois avec la trouille, même si on savait qu'on était plus fort. Et voilà, ça suffit quelquefois à se dérégler. On s'est un peu déréglé offensivement. Et puis malheureusement, au tir au but, on a perdu. Ce jour-là, sur le banc des remplaçants à l'Olympique de Marseille, il y avait un certain Pixi, Dragan Stojkovic, qui était un ancien joueur de l'Étoile Rouge. À combien tu évalues justement comment dirais-je, l'incidence de cette absence sur le terrain? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on en avait beaucoup parlé du fait que Dragan Stojkovic ne rentre pas. Il était rentré, hein, mais qu'il n'avait pas joué d'entrée de jeu sur cette finale. Moi, c'est la seule chose que je reproche au coach aujourd'hui, à Raymond, parce qu'il nous a apporté tellement de choses que je ne peux pas imaginer encore aujourd'hui qu'il n'ait pas fait jouer Pixi le jour de cette finale, alors qu'il était le capitaine emblématique de l'équipe contre laquelle on jouait, qu'ils avaient une peur que leur capitaine joue, parce qu'ils connaissaient, parce qu'ils savaient que sur coup d'arrêté, ça pouvait être monstrueux. Et voilà, aujourd'hui, mon grand regret, c'est bien sûr d'avoir perdu la finale, mais que Pixi n'ait pas joué, quoi, parce que je pense qu'il nous aurait fait basculer le match, quoi qu'il arrive. À un moment, il aurait fait basculer le match. À un moment, il aurait pu faire basculer. En parlant de basculer, il y en a un qui avait fait basculer un match aussi un petit peu avant. On va parler de la main de Vata rapidement. Je pense que tu en as encore des souvenirs, toi aussi. C'était ça aussi un petit traumatisme. Alors moi, encore une fois, la main, je ne l'ai pas vue. Sur le terrain, je ne l'ai pas vue. Quand j'ai vu mes équipiers qui étaient un petit peu par rapport à l'arbitre, sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi. Après, j'ai revu les images, j'ai compris pourquoi. J'ai revu les images, même arrêtées, et j'ai vu que l'arbitre de touche, quoi qu'il arrive, l'avait vu.
mais qu'à l'époque, l'arbitre de touche avait aucune incidence sur la décision de l'arbitre central. Donc, à partir du moment où il a décidé que c'était but, quoi. Ça aussi, vous étiez tellement plus fort sur le terrain. C'était quelque chose d'incroyable. Alors là, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'au match aller, tu dois gagner 6-1. Si je me souviens bien, tu as tapé 3 fois les poteaux et les barres. Tu as un ou deux face à face que tu dois marquer. Et puis on marque 2-1 alors qu'on est mené 1-0. Ouais, ce match-là, tu dois à la fin du premier, il n'y a même pu y avoir de retour. Voilà. Après, il aurait pu y avoir 10 mains de Vata. À partir du moment où tu avais gagné 6-1, c'était terminé, quoi. Tout à fait. Et puis 93 ? Ouais, ensuite tu nous laisses malheureusement pour un autre grand club. Mais bon, c'est ce qui était à prévoir, vu tes qualités. Tu étais très sollicité. Mais on a encore donc les images de ton départ auprès des supporters dans ce stade Vélodrome. N'as-tu pas eu de gros regrets par la suite de tout cet amour que les gens te donnaient et toute cette tristesse qu'ils ont eu de te voir partir ? Non, j'ai eu le regret de partir, même si j'étais content d'aller au Milan, parce qu'à l'époque, le Milan, c'était une équipe Europe, donc c'était une vraie fierté de pouvoir rentrer dans ce genre d'effectif. Après, le jour où j'ai pris ce micro au Vélodrome, Tapi m'a tendu sans me prévenir, j'ai eu un grand moment de solitude parce que j'ai imaginé ce qu'était un chanteur quand il allait chanter devant un public. Et moi, je suis pas chanteur et c'était compliqué d'aller dire à ce stade-là qui t'avait pendant 6 ans mis au-dessus que tu t'en allais, quoi. Et ça reste, c'est pas un traumatisme parce que le traumatisme, c'est le fait de l'avoir fait alors que j'étais pas prêt. J'aurais peut-être aimé dire d'autres choses et ce jour-là, ça a été très compliqué, très ému. J'avais peur, j'avais le trac, mais bon, il fallait y aller. Prévu avec le président de faire une vidéo pour montrer à l'écran géant. Et Tapi m'a dit non, tu peux pas leur faire ça. Toi qui as été leur capitaine et leur joueur pendant des années, tu dois leur dire en face. Et en fait, il m'a tendu le micro. Il m'a dit voilà, maintenant, c'est à toi. Et là, c'est un grand moment de solitude. Grand moment de solitude. Oui, parce que vous n'êtes pas préparé. Enfin, les footballeurs, en général, ils ont du mal à s'exprimer, hein, ont du mal à montrer leurs émotions. Ben oui, mais bon, quand tu passes 6 ans comme tu as passé, que tu dois aller dire au revoir, en fait, parce que c'était ça, ça a été très dur. Ça a été très dur, mais c'est vrai que par contre, moi, l'ayant vécu dans le virage, en tant que j'étais jeune à l'époque, plus jeune en tous les cas, l'ayant vécu dans le virage, moi j'ai souvenir d'avoir vécu un au revoir sincère, authentique, et un vrai au revoir, c'est-à-dire que les au revoir aujourd'hui, dans les joueurs qui ont succédé, on n'a pas eu de revoir de cette qualité-là, en tous les cas, et de cette sincérité-là. Preuve en est, c'est que les Olympiens, les supporters olympiens ne t'en ont jamais voulu d'être parti à Milan. Oui, mais je pense que notre histoire, parce que c'est notre histoire, ça a été de la sincérité de A à Z, quoi. Il y a jamais, on s'est jamais menti, on a toujours joué franc jeu, et je pense que Tapi avait raison, c'est que je leur devais ce moment-là. Alors ça a été difficile à vivre, mais voilà, c'était normal que je le fasse. Un grand moment. Ouais. Et finalement, tu écris l'histoire de Munich, mais dans le camp d'en face. Donc c'est un sacré paradoxe quand même. Explique-nous Oui, c'est un un peu. sacré paradoxe, mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je pense que j'aurais jamais pu imaginer un jour rencontrer l'OM à ce stade de la compétition, surtout pas l'année d'après. L'année d'après, ça aurait été quelques années après, c'était con. L'année d'après, c'était un petit peu difficile à vivre aussi. C'est peut-être pour ça, parce que Capello m'a pas mis dans les 11, c'est que c'était peut-être compliqué pour moi émotionnellement de pencher contre l'OM. Émotionnellement et même pendant le match, parce que tu as eu quand même affaire à tes anciens coéquipiers qui t'ont pas fait de cadeau. Ça devait être pas facile à vivre quand même. Non, mais ça c'est normal, c'est pas le souci. Que ce soit Marcel, que ce soit Eric, voilà. Ils savaient de quoi j'étais capable, donc Ouais. c'était normal d'avoir un œil supplémentaire par rapport à moi, quoi. Ouais. Et ils savaient que j'aimais pas me faire brancher, donc à partir du moment où ils me connaissent, ils savent que la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont m'allumer, quoi. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et du coup, après Milan-Munich, moment incroyable où tu rencontres donc ton idole, Gerd Müller. Ça doit être dingue pour un joueur de foot de ton niveau d'avoir encore un plus haut niveau et d'être l'idole de ce plus haut niveau et de jouer avec. Enfin, pas jouer avec, mais avec. Son histoire, enfin, tu le rencontres. À l'OM,
Voilà, ce que j'ai fait moi à l'OM, je l'ai fait aussi après à Munich, Mm. avant que je me blesse. Et quand tu avais Gerd Müller qui te donnait des conseils, c'était juste magnifique, quoi. C'était déjà une partie d'histoire que tu récupérais, quoi. C'est ton idole d'enfance là que tu rencontrais et qui te donne des conseils sur ton propre métier. C'est sûr que tant d'années après, ça doit être un truc magique à vivre. Un rêve? Non, pas un rêve, parce que j'aurais jamais même pu l'imaginer. Ça paraissait tellement pas évident que j'aurais jamais pu voir ce qui allait se passer. Mais le fait de discuter avec lui, qu'il t'explique deux, trois choses, comment il jouait lui, voilà, ça n'a pas changé grand-chose parce que c'était peut-être un peu tard. J'avais presque 30 ans, donc c'était difficile et différent. Mais ces conseils étaient les bienvenus parce que c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué pendant cette période où j'ai appris. Son jeu dos au but, c'était magnifique. Et même Mm. quand tu t'entraînais avec lui, juste il te montrait, et son jeu de corps était juste hallucinant. Un jeu de corps hallucinant. Et sur ton expérience à Munich, déjà à l'époque, il y avait vraiment une grosse différence en termes de club, d'infrastructure, de gestion, d'organisation. Tu as vraiment senti cette différence? Tu as fait Marseille, Milan, Munich. Euh, Comment ça s'est passé? Quelle a été ta vision de la structure des clubs? Euh, c'est structuré administrativement complètement différemment de chez nous. Je pense que maintenant on arrive, je pense, à être à leur niveau. Mais à l'époque, ils avaient un coup d'avance, quoi. Ils avaient un coup d'avance et ça se ressentait sur tout ce qui était extérieur au club, en fait. Extérieur au club, mais interne, Et parce même qu'il y a beaucoup. aujourd'hui, même, pardon? Non, excuse-moi, je te coupe la parole, excuse-moi. Non, non, je dis même aujourd'hui, ils ont un nouveau temps d'avance par rapport à ce qu'ils ont construit autour du club, quoi. Je vois Munich aujourd'hui, c'est le club qu'il faut copier, quoi. Mm. Tellement le stade est important, tellement il leur génère une manne financière importante. Il faut savoir qu'à Munich, tout autour dans la région, le merchandising, c'est que Bayern, quoi. Que Bayern, que Bayern. Il y a une carte bleue Bayern, il y a des yaourts Bayern, il y a tout. Tout existe Bayern, quoi. Ouais, dans toute la région. Tu vois où je vais en venir, certainement. Il y a aussi une grande confiance aux joueurs qui sont passés par le Bayern au sein du club. Une grande confiance qu'on leur Les accorde anciens, au niveau de la structure du club. les gens sont déjà respectueux de leurs aînés et que ces clubs-là, ils savent que les anciens ont mené le club là où il est aujourd'hui et que grâce à eux, bah, il est encore non seulement opérationnel, mais number one, quoi. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, mais nous, on n'a pas cette mentalité-là. On a peur de tout ce qui a été important dans le passé et on n'a pas envie que tu viennes, je dirais, gêner, parce que je pense que c'est ça. On gêne, en fait, quand on est ancien en France, on gêne. Mm, mm. C'est particulier. Mais Jean-Pierre, voilà, tu as joué dans des grands clubs européens, mais il ne faut pas oublier quand même tes 54 sélections en équipe de France, dans une génération brillante qui précède l'équipe championne du monde en 1998. C'est Ton vrai, c'est expérience, vrai quel souvenir nous, tu on avait gardes de une cette très belle équipe de France? génération. C'est que des bons souvenirs avec l'équipe de France. Quand tu as la chance J'imagine. de 54 sélections, d'avoir marqué 30 buts, d'avoir été 12 fois capitaine, l'équipe de France, c'est un club à part, quoi. C'est un club dans ta carrière. C'est magnifique, Et c'est bravo. là Jour où où- je suis sorti 10 ans après, quoi. ouais, et c'est là où ton entente justement avec Eric Cantona avait vraiment bien fonctionné. On se Bah, souvient de matchs incroyables avec tous les deux c'était en la même qu'à attaque. l'OM. Ouais, ouais, tout C'était à la fait. même qu'à l'OM. Sauf qu'il achetait son maillot un peu trop tôt. Ouais, ouais, c'est Eric, mais bon, on peut comprendre certaines choses. Moi, j'étais à ce match. Et il n'a pas acheté le maillot de l'OM, il a acheté le maillot à l'arbitre. Hmm. Parce qu'il avait signé des deux fautes, bon, peut-être pas qu'il devait faire, mais en fait, la frustration, c'était pas le maillot de l'OM, c'était l'arbitre, quoi. Ouais, ouais. Après, il y en Remarque, a d'autres qui ont bien sûr profité de la situation pour dire qu'il avait acheté le maillot de l'OM. Lui, l'OM, il a toujours porté fort. Et ce jour-là, pour moi, il a absolument pas bafoué le club, quoi. cela dit,
Cela dit, les carrières, ça se joue sur des détails et comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, est-ce qu'il aurait eu la carrière qu'il a eue à Manchester, d'abord à Leeds, enfin à Nîmes, à Leeds et à Manchester, si tout ça ne s'était pas passé tel que ça s'est passé aussi, je pense que ça fait partie de l'histoire aussi. Certainement pas, certainement pas. Ça a contribué à, bien sûr, qu'on fasse attention à lui. Mais encore une fois, c'est un joueur qui aurait dû réussir en France et qui a réussi à l'étranger parce que on lui a fait confiance, quoi. L'Euro en 96 avec l'équipe de France, c'est un petit. Alors c'est les prémices de 98 évidemment, mais comment tu l'as vécu toi l'Euro là-bas? Moi, j'y étais pas là-bas déjà. Ouais. En 96, j'y étais pas. J'étais blessé. Mhm. J'étais blessé et je pensais que ma carrière allait certainement se terminer. Heureusement pour moi, j'ai réussi à remonter cette qui était un petit peu délicate à l'époque. Venir. Mais le championnat d'Europe, tu sentais qu'il y avait un groupe qui était en train de naître, où il y avait énormément de talent, mais que c'était pas mûr, quoi. Ça a été mûr 2 ans après, quoi. Et bien mûr. Et bien mûr. Et donc, après cette magnifique carrière, tu décides de te reconvertir en entraîneur pour toujours quand même avoir cette passion, un pied dans le football. Et ça se passe plutôt pas mal à Strasbourg, mais Plutôt très bien, même. un peu plus compliqué à Lens. Pourquoi? Ah, parce que à Strasbourg, c'était tout nouveau, tout beau. Je pense que ce métier d'entraîneur, il est magnifique quand tu as tous les gens qui te suivent. À partir du moment où tu rentres dans un club où il y a des doutes, où ça discute, où tu n'as pas choisi ton effectif, ce qui a été le cas à Lens, c'est que tout devient compliqué. Tout devient compliqué et tout dérape. D'accord. Mais tu n'es pas qu'entraîneur parce que tu es consultant aussi. Et c'est un job particulier aussi pour un ancien footballeur. Donc tu te sens plus à l'aise derrière les caméras, à consulter les matchs ou alors en tant qu'entraîneur sur le terrain? Qu'est-ce que tu Ce qu'il préfères? faut rappeler, c'est que tu as pris 5 ans en fait, hein, d'un peu de recul avant de reprendre une activité. Ouais, Le terrain te manquait, mais ouais. ouais, Le ça te manquait. terrain me manquait parce en fait, le football, je lui dois tout le football. S'il y a le football dans ma vie, pas grand-chose. Mais j'en ai besoin pour vivre. J'en ai besoin. Il faut que je le respire, il faut que je le sente. Il faut que je parle football toute la journée. Même si aujourd'hui, quand tu es entraîneur, tu as besoin de prendre un petit peu de répit. Bien sûr. Moi, j'ai besoin de cette odeur de vestiaire qui me manquait, quoi. C'est pour ça que tu as décidé d'être encore entraîneur et par la suite consultant. Oui, oui, mais je pense qu'à un moment ou un autre, ça sera revenu sur le tapis parce que C'est dans j'ai la besoin de peau, ouais. ça, quoi. Ouais, j'ai ça dans la peau et j'ai tout laissé tomber pour le football. Et aujourd'hui, ma vie sans foot, elle est triste, quoi. Et aujourd'hui, donc, tu entraînes à Chartres en National 2. Ouais, Pourquoi tu as fait en ce choix? National 2. Parce que tu as dû être sollicité par tellement de clubs en tant qu'entraîneur. Ouais, mais tu sais, quand on est entraîneur, on a besoin de projets. On a besoin de projets, on a besoin d'objectifs. Et ce challenge de Chartres, il est très intéressant parce que c'est un club qui veut aller, je l'espère, jusqu'en D2. Mais le plan 2, il faut monter, il y en a qu'un qui monte et voilà, celui-là, et c'est l'obstacle. C'est le gros obstacle. À une époque, il y a eu des rumeurs à l'Olympique de Marseille, notamment à l'arrivée de McCourt et JHE, des négociations qui avaient lieu avec toi pour intégrer le staff éventuellement. Est-ce que c'était des rumeurs qui existaient Ah, réellement ou est-ce que c'était... des négociations, c'est même mieux que ça. Non, j'ai rencontré Monsieur Hérault une fois à Paris, euh, où il m'a dit je voudrais te revoir à Marseille, etc. Je suis venu à Marseille, j'ai rencontré Monsieur Hérault. Je t'envoie un contrat sur ta boîte mail. J'attends toujours. Ah, carrément. D'accord. Ouais, ouais, C'est... j'attends toujours. Il a même pas eu le respect de m'appeler pour me dire je suis pas intéressé finalement, etc. J'attends toujours. Ok, donc c'était Incroyable. une promesse de contrat qui était restée enfin qui était sans Sans suite, suite. quoi. Tout à fait. Et pas eu Tout à fait. d'explication par la suite. T'as pas eu l'occasion de le recroiser ou de le revoir après. Mais après, si tu veux, on s'est j'avais pas envie de lui parler, donc je l'ai un petit peu ignoré. Oui, ça peut se comprendre.
Mais du coup, c'est une petite déception parce que c'était pour quelle fonction, si c'est pas trop indiscret, hein, évidemment? Être ambassadeur du club. Ambassadeur du club, d'accord, à l'époque. Quel Et si ça dommage. se représente aujourd'hui avec Pablo Longoria, tu réagirais comment? L'OM a tellement une place importante dans ma vie, dans mon Bien cœur, sûr. que c'est une chose que je grandement. Ouais, C'est l'histoire compréhensible. avec Marseille n'est pas terminée, Jean-Pierre, j'ai l'impression. Ah oui, On c'est l'histoire l'espère tous en d'amour. tous les Hein. cas. Justement, comment tu vis là actuellement la situation de l'OM avec toutes ces crises? Et sachant que toi, tu as connu le l'OM luxueux, tu en as fait partie et largement partie parce que c'est beaucoup de par toi qu'on a connu cette gloire. Donc comment tu le vis, tout cet amour de l'OM là qui en ce moment c'est complexe, désastreux, enfin on dirait un feuilleton de télévisé quoi. Ça fait mal. Ouais, c'est les Marseillais, mais version télé-réalité Voilà. et foot. Les Marseillais version foot. Ben, nous, on est tristes, les anciens, on est tristes parce que on n'a pas connu l'OM jamais de cette manière. Eh oui. Alors ça nous choque, mais connaissant le supporter marseillais, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Bien sûr, les débordements qui sont passés à la commanderie, ça aurait jamais dû arriver de cette manière-là, parce que c'est pas la solution. C'est pas la solution. Et ça, on le déplore tous. Mais je pense que même les supporters le déplorent aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on prend des joueurs à l'OM pour prendre des joueurs. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas alors qu'ils représentent. C'est un club qui a des valeurs. C'est à partir du moment où tu prends des joueurs qui ont ces valeurs-là, là, tu ne te trompes pas. Tout à fait. Aujourd'hui, sur beaucoup de joueurs, ils se sont trompés sur le recrutement. Ce pas des joueurs qui sont faits pour l'Olympique de Marseille. Tout à fait. Il faut avoir du caractère, il faut avoir la grinta. C'est dans le sang. On ne peut pas s'improviser joueur de l'OM. Il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que j'ai pu louper des buts qui étaient tout faits, mais à Marseille, quand tu as compris une chose, c'est que avant tout, l'efficacité, il y a mouillé son maillot. Il y a mouillé son maillot. À partir du moment où tu respectes ça, ils sont capables de donner tout. Mais même aujourd'hui, quand j'en vois courir, je me demande si ça, ils l'ont compris. Ah oui, non, mais on est d'accord, hein, on le voit sur chaque match, y a 2 tiers de l'équipe qui ne peuvent pas avoir le maillot de l'OM. C'est vital. Il faut vraiment tout donner, mouiller le maillot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ce qui représente l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a des dirigeants qui ont peut-être mal fait les choses ou qui s'y sont mal pris concernant les joueurs, que ce soit les anciens dirigeants comme Villas-Boas, par exemple? Est-ce que ça vient d'un coach ou est-ce que ce sont aussi les joueurs? C'est un mauvais coach. Je pense que lui avait une vision des choses qui était certainement totalement différente de ce que lui imposait la direction. Eh oui. Donc à partir du moment où tu fais avec ce qu'on te donne et non pas avec ce que tu choisis, encore une fois, c'est complètement différent, très difficile et tu peux pas y arriver. Très compliqué de faire avec les moyens du bord, mais quand tu dis, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a les mêmes cadres dans cette équipe olympienne. On va pas les citer les uns après les autres, mais c'est aussi l'état d'esprit que tu décrivais tout à l'heure qui manque forcément à ces joueurs-là pour emmener l'OM là où le club devrait être. C'est une question d'état d'esprit seulement. Il faut des gens aussi qui leur inculquent cet état d'esprit. Il faut peut-être leur remonter un peu les bretelles, voilà. Leur dire qu'ils ne jouent pas dans un club comme les autres, que les résultats sont importants, la manière de jouer est importante, le caractère est important. Voilà. Depuis que Sampaoli est arrivé, tu as l'impression qu'il y en a, ils ont changé de costume. Parce que tu as un coach qui peut-être met en avant un peu plus la grinta qu'autre chose, la manière de jouer. Tout entraîneur est différent. Tu peux en prendre 10, tu vas avoir 10 philosophies différentes. Peut-être que la philosophie marseillaise, Sampaoli l'intègre un peu plus. Oui, c'est vrai que c'est l'Argentine, enfin le côté latin de l'entraîneur. Le sang chaud. On a l'impression, effectivement, comme tu le décris, que ça peut mieux coller à l'environnement marseillais, mais il y a toujours le risque, et on va faire un petit parallèle. À l'époque Bielsa, que tu as suivi certainement avec attention, on a eu aussi un peu cette impression d'un entraîneur qui collait parfaitement à l'état d'esprit marseillais. Mais j'ai adoré cette période.
T'as adoré cette période, tu l'as. Parce que tu respectais la devise de l'OM qui est droit au but, quoi. Alors après, le problème quand tu as un entraîneur comme Bielsa, et il a vécu la même chose à Leeds, c'est que lui est tout basé sur le physique. Il faut savoir que les joueurs français, le physique, sincèrement, on n'aime pas trop, quoi. Quand tu fais la même chose avec les Anglais, que la première année, tu finis à 2 points, tu montes pas, ça se joue à rien, que l'année d'après, tu chutes encore, mais à la finale, que l'année d'après, tu montes. Mais pendant ces 3 ans-là, j'ai vu des joueurs qui se sont sur le terrain, quoi. En France, on n'est pas capable, ça, c'est tout. On n'est pas capable de se mettre minable, on n'est pas capable. Et Question à de Marseille, tu as mentalité. besoin d'avoir ce caractère-là. Si tu ne l'as pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas fonctionner. Est-ce à dire qu'il vaut mieux recruter étrangers que joueurs français à l'Olympique de Marseille pour avoir cet état d'esprit-là? Pas spécialement, mais ça se travaille, ça aussi. C'est qu'il faut prendre des joueurs étrangers qui ont ce caractère-là et ils vont emmener tout le monde dans leur sillage. Et ça se travaille aussi dans les plus basses structures du club, c'est-à-dire le centre de formation, chez les jeunes. Ça se travaille dès le plus jeune âge, ce genre d'état d'esprit. Ça devrait. Ça devrait. Est-ce que tu penses que Pablo Longoria est efficace dans le recrutement pour recruter justement des joueurs de pays latins qui ont le sang chaud, qui veulent tout donner, qui sont motivés? Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, évidemment. Oui. D'ailleurs, quand tu fais venir Milic, c'est un autre, comment dire ça, c'est un autre étage, quoi. C'est le niveau supérieur. Et à Marseille, tu as besoin d'avoir ce joueur-là. Par contre, pour que ce joueur-là soit dans les meilleures conditions, il ne faut pas refaire l'expérience Mitroglou où on ne lui donne pas de ballon, quoi. Tout à fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une équipe. Sur ce que j'ai pu voir, on joue mieux avec Milic qu'on ne jouait avec Mitroglou. Parce que peut-être on a plus confiance aux qualités de Milic. Complètement. Complètement. Est-ce que tu penses que Pablo Longoria est réellement président ou on a fait ça pour camoufler un peu l'histoire avec Hérault qui a eu tous ces problèmes avec les supporters de l'OM? Sincèrement, l'histoire d'Hérault, j'en ai rien à faire. Aujourd'hui, il n'est plus là, même si derrière, peu importe. Aujourd'hui, il faut changer. La plupart des gens, Longoria qui est à la tête du club, et il faut que ce soit comme ça pendant un long moment, je pense. Lui donner un peu de temps, lui donner un peu de crédit. Il a fait des choses pas mal avec les joueurs qu'il a pris. Maintenant, il faut, comme toujours à Marseille, des résultats. Ok, mais en tout cas, on souhaite que tu puisses un jour intégrer en tant qu'ambassadeur de l'OM ou autre. Entraîneur, attaquant, ça serait plutôt pas mal aussi. Mais pourquoi pas je pense que ça doit être tellement demandé qu'un jour ou l'autre, ça va revenir sur le plateau et on te verra certainement là-bas. C'est pas demandé par les staffs parce que c'est une place, en fait. C'est le coach qui devrait faire ça, à épauler avec quelqu'un ou pas, mais tous les jours, encore une fois, tous les jours, les attaquants ont besoin de travailler parce que c'est tellement important. On joue les matchs de foot sur des détails. Et devant les buts, c'est toujours un détail qui rentre. Si tu ne le travailles pas en entraînement, ce détail en match, tu ne le fais pas. Bien sûr, parce qu'au final, est-ce qu'on sait s'ils ont un entraîneur spécifique, les attaquants, au jour d'aujourd'hui à l'Olympique de Marseille? Parce qu'il y a beaucoup de préparateurs physiques, entraîneurs gardiens, entraîneurs tout court comme Sampaoli. Mais je crois qu'il n'y a pas d'entraîneur spécifique attaquant. Non, il n'y en a pas. Ah voilà, on est d'accord. Mais tu sais quoi, il n'y en a pas nulle part. Mais c'est incroyable. À Lyon, c'était Baptiste. À Lyon, il y a un organigramme à un moment, c'est ça. Où il y a des entraîneurs spécifiques. Ouais, mais parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Et ça fait la différence. Dans les grands clubs européens, ils en ont aussi? Ou c'est parce que c'est en France? Est-ce que tu sais, toi, un peu? Pas tous les pays européens. Il y en a qui en ont, bien sûr, mais pas tous. C'est incroyable. On a une question d'Haribo là, sur Twitch, puisqu'on est en live avec la communauté. Il nous dit, est-ce que tu préfères ta papinade contre Niort ou ton dernier but contre Cannes? C'est une question précise.
La papinette contre Niort, c'est la première, C'est donc ça? elle reste importante. Mais le but contre Cannes, c'est mon dernier, c'est encore plus important, je pense. Donc les deux restent gravés dans le cœur, j'imagine. Non, les 184. Les 184, ouais. Rien que Ah. ça, hein. Un détail, 184 buts. Ouais, Juste c'est un petit incroyable. détail. Hein. C'est incroyable. D'où Ballon d'Or quand même. Hein. Il est où ce Ballon d'Or, Jean-Pierre, Ouais. aujourd'hui? Ah ouais, d'ailleurs, il est où? Il est chez moi. Il était là la semaine dernière, mais je l'ai ramené chez moi. Magnifique. Et après toute cette magnifique interview te concernant le football, il faut quand même parler d'une magnifique association que tu as créée en 1996 qui s'appelle Neuf de Cœur. Ouais. Tu peux nous en parler un Nous, petit peu? bien sûr, aujourd'hui, nous, on continue je dirais notre chemin parce que on s'est aperçu que cette association-là, aujourd'hui, avait énormément de familles déjà à gérer, Mhm. ce qui était le plus important. On a changé pas mal de choses, notamment dans la communication, dans le fait de pouvoir aider les enfants handicapés. On a aidé depuis 25 ans pas loin de 3000 enfants. Donc ça, c'est plutôt Bravo. génial. Et puis, on s'était toujours dit avec mon épouse que il faudrait peut-être un moment s'arrêter parce que fallait peut-être passer la main à des gens plus jeunes, etc. Mais on n'arrive pas à arrêter. C'est-à-dire que on est tellement imprégné maintenant par cette association, la joie qu'elle donne à des familles, que finalement, on s'emploie vraiment à ce qu'elle fonctionne, à ce qu'elle perdure surtout parce que en ce moment c'est compliqué. Mais on arrive quand même à tenir notre budget et on remercie déjà tous les gens qui nous aident. Mais on arrive à tenir notre budget, à aider les mêmes familles encore cette année. Donc, c'est génial. Bah, bravo à vous deux, en tous les cas. Merci beaucoup. Vraiment bravo, bravo à vous deux. Et ensuite, est-ce que tu aurais un mot, quelque chose à dire pour tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, tous tes supporters? Je pense même qu'il y a des gens, des cadres de l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire voilà, que ce soit des dires Supporters, d'aujourd'hui ou des dires du passé, ou qu'est-ce que Non, tu ressens? que je les aime, que je les aime comme j'ai toujours aimé pendant ces 6 années. Que ça me manque beaucoup de ne pas rentrer à Marseille en ce moment parce que c'est une ville que j'adore, que j'ai appris à aimer. Euh, Chaque fois que j'y retourne, j'ai toujours le même ressenti, la même vibration. Je suis content de voir mes potes et voilà. Je pense que je vais y revenir bientôt parce que ça me manque. Bah, merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir accepté l'invitation du Phocéen pour ce Salon des légendes. On ne pouvait pas rêver mieux comme légende, pour tout te Ah là dire. là. C'est pour ça qu'on était un petit peu ému, tu l'as vu en début d'émission, de te recevoir, très fier en tous les cas. Merci mille fois de ta gentillesse et ta disponibilité. Et je pense que tous les supporters qui nous ont regardés aujourd'hui sur Twitch ont vécu un bon moment en ta compagnie. J'espère qu'on a posé toutes les questions qu'ils avaient envie de te poser surtout. Et merci beaucoup. Faut leur demander à eux. Ouais, merci beaucoup. On remercie Marjorie également Le Sat et Héros de Tout Santé. à fait, nos Merci. sponsors. Merci à toi d'avoir posé ces questions. Merci à toi, Stéphane. Ouais. Merci à Steve. Et Merci merci aussi à Jean-Pierre. Je t'ai harcelé, j'assume complètement parce qu'on a eu ce qu'on voulait, t'es avec nous. Donc on t'aime nous aussi. On espère vraiment te revoir sur Marseille. Fais-nous un petit coucou quand tu viens par là. Ce serait À top. très bientôt Avec sur grand plaisir. Marseille. Hein, à très bientôt. Avec grand Jean-Pierre. plaisir. Merci à vous. Bon. Merci pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.